on pourrait commencer quand même par un premier grand enseignement de ce premier tour, c'est que le RN qu'on annonçait très haut, finalement, c'est contrasté. C'est un peu le discours à chaque nouvelle élection, la prophétie que certains ont l'air de souhaiter autoréalisatrice, de dire l'extrême droite va tout rafler, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, mais voilà, l'extrême droite va l'emporter partout. On l'annonçait gagnante à Toulon, Narbonne, Carcassonne, à Lens, etc., dans tout un tas de villes, dans les zones de force du Rassemblement national, c'est-à-dire soit dans ce bassin minier, dans le bassin minier désindustrialisé et dans l'Est, donc là, ou soit voilà, en PACA, en tout cas sur le pourtour méditerranéen, parce que ça va même jusque vers Perpignan, etc. Donc certes, le Rassemblement national a conservé toutes les villes qu'il dirigeait, sauf 3, dont Mazan et Villers-Cotterêts, je crois, où ils sont encore en ballottage pour le deuxième tour. Mais sinon, ils ont gagné au premier tour. C'est quand même une indication. Après, d'enracinement, ça veut dire que voilà, dans les villes qu'ils gèrent, en tout cas, ils sont quand même facilement réélus. On voit à Hénin-Beaumont un score stratosphérique. Ouais, 75%, je crois. Pareil à Hayange, dans l'Est. On pourrait citer Beaucaire dans le Gard aussi. Des villes qui, effectivement... Fréjus, même s'il avait officiellement perdu l'investiture parce qu'il frayait trop avec les nazis, David Rachline, il a aussi été réélu. Oui, mais pourtant soutenu officieusement, on va dire. Oui, tout à fait. Pourtant, oui, il y a quand même des échecs quand même à Rennes, notamment, puisque tu parlais du bassin minier et des Hauts-de-France en général, parce que les Hauts-de-France, c'est quand même un endroit où il y a 30 députés sur 50 qui sont d'extrême droite, RN ou UDR, donc qui sont très bien implantés au niveau législatif, mais pourtant ils ont très peu de mairies en fait. Tu as cité Hénin-Beaumont qui est emblématique, mais en fait il n'y en a pas tant que ça. Hénin-Beaumont et Bruay-la-Bussière. Voilà, il y en a 2. Et ils avaient des gros espoirs, notamment à Lens par exemple. Lens, où ça se jouait au premier tour parce qu'il n'y avait que 3 listes. Il y avait 3 listes, mais dont 2 grosses listes. C'était la liste du maire de gauche sortant, PS, et de RN. Et c'est une défaite pour le RN. Alors c'est un peu serré, hein, comme c'est. Le RN fait 48, je crois, à Lens. 40, on va regarder. Oui, on va regarder. Oui, on va vous les montrer résultats de chaque ville qu'on va pouvoir vous mettre. Ouais, tout à fait. C'est moi qui ai le clavier. Lens. Et moi qui ai la souris. Parce qu'on est bien organisé. 46,5 pour Lens. Donc le Parti socialiste conserve la mairie de Lens. On peut voir quand même que en réalité, quand on a une implantation locale de gauche, ça sert aussi à faire barrage. C'est le cas aussi, on peut regarder à Saint-Amand, qui était la ville où Fabien Roussel était maire, Saint-Amand-les-Eaux. Tout à fait. Où Fabien Roussel, voilà, elle a quand même largement emporté. Très largement, le total gauche, c'est plus de 70-75%. Oui, puisqu'il y avait une liste, notre liste de gauche qui était en concurrence, effectivement, là, bon. Alors que, rappelons, le Fabien Roussel a perdu au premier tour son siège de député à la législative. Ouais. Mais par contre, à la municipale, quand c'est une élection locale, on voit quand même que c'est découplé. On peut regarder à Avion aussi, c'est une dernière ville où le RN pouvait avoir des scores. Pareil, une ville dirigée par le PCF. Et voilà, c'est sans appel. L'extrême droite, alors qu'à toutes les élections nationales font des scores de zinzin, l'ancrage local réussit à contrecarrer leur plan dans la plupart des communes. Oui, tout à fait. J'ai un autre exemple de ville. Donc là, Avion, c'est une ville communiste. Ville socialiste, cette fois dans le nord, toujours Denain. Denain, c'était la ville où Macron était venu faire campagne juste après le premier tour de la présidentielle parce qu'il avait identifié que c'était la ville où le RN faisait un énorme score. Il fallait chasser sur les terres de l'extrême droite. C'était une conquête possible, en tout cas fléchée comme ça par le RN. Résultat, la gauche fait 62% dès le premier tour. C'est réglé. On peut citer aussi là pour le coup une ville de droite, mais Calais qui était aussi notre conquête désirée par le RN, et Calais, Natacha Bouchard, bon c'est la droite qui mène la politique du RN à Calais. C'est la droite dure, voilà, on va pas non plus s'en réjouir, mais en tout cas le RN n'a pas pris Calais. Et autre ville, et peut-être qu'on peut en arrêter là pour sur les échecs parce qu'ils ont quand même une victoire dont on parlera, mais c'est aussi Boulogne-sur-Mer qui était une cible. Et pareil, le Parti socialiste, Cuvillier, l'ancien ministre, réussit à l'emporter haut la main. Sachant qu'il avait en plus une liste d'hiver gauche face à lui. Et donc, voilà. Donc là, effectivement, ça nous donne la leçon de, encore une fois, les scores nationaux et les scores locaux sont parfois décorrélés. Et là, en l'occurrence, on voit que le RN s'est vu plus gros qu'il n'était. Ça vaut dans le Nord. Ça vaut dans le Nord. On peut regarder à Toulon, par exemple. Toulon qui était la grosse cible du RN, parce qu'on parlera de Nice après. Nice, c'est pas le RN, c'est Ciotti, c'est l'UDR, c'est ses alliés. Bon. Mais sur l'étiquette RN, la grosse cible, c'était Toulon.
Avec la députée Laure Lavalette qui avait, là on a mis l'étiquette RN, mais qui avait enlevé opportunément son étiquette RN pour se présenter. Je pense que personne n'est dupe sur le fait qu'elle était RN, voilà, pour le coup, mais oui, de ravir la mairie à José Massy, qui est celle qui a succédé à Hubert Falco, qui avait été déclaré inéligible, donc qui était lui Horizon, elle est classée d'hiver droite. Et quand on regarde la situation à Toulon, a priori, on peut dire que Laure Lavalette est en ballottage défavorable en fait. Quand on regarde donc là on est sur une triangulaire RN droite. S'il y a fusion, ce qui est quand même le plus probable entre les deux listes de droite dites républicaines, ça les porte quasiment à 46. Ça les porte à 46 et il y a les voix de gauche. Et il y aura les voix de gauche qui se reporteront probablement sur la droite il y a 10% de voix de gauche parce qu'il y a aussi la liste LFI en plus de la liste d'Union de la gauche qui était portée par une socialiste, je crois. Ouais, tout à fait. Donc a priori oui, le RN est en ballottage défavorable. Ce qui montre une chose, c'est que le RN a fait déjà le RN doit être... Si le RN n'est pas en tête au premier tour, c'est déjà mort quasiment pour eux au second tour. Et quand ils sont en tête au premier tour, ils ont peu de réservoirs de voix. Et donc voilà. Et Toulon, c'est assez emblématique. Même Nice, en vrai, Nice, c'est bon. On va regarder Nice parce qu'en fait, on peut dire aussi que Nice, le problème, c'est que Christian Estrosi a tendu les clés de la ville à Éric Ciotti avec on n'a pas encore totalement le fin mot de l'histoire, mais l'imbroglio du cochon, la tête de porc qui a été déposée devant chez lui. Il se pourrait, selon les premières informations de l'enquête, que ça a été organisé par les équipes de Christian Estrosi, ou en tout cas des proches à lui. Donc ça a peut-être fait basculer des choses. La gauche est en position de se maintenir. Christian Estrosi, lui, il tend la main à tout le monde sauf LFI. Visiblement, des premiers échos, le Parti communiste lui a dit la main. non, parce que Ciotti, Estrosi, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. C'est ça. Là, il est quand même probable que la triangulaire soit maintenue, et dans ces configurations-là, Ciotti aura plus de chances d'être vainqueur. Mais c'est pas fait encore. Mais c'est pas fait encore. Voilà. Il n'est pas. Parce que, encore une fois, le sujet, c'est les reports de voix. Et en fait, tout à fait. Le RN n'a quasiment pas de report de voix, surtout quand ils sont face à la droite, en fait. Et sans compter aussi, alors ça, c'est un peu l'inconnu, et on va pouvoir le dire quasiment dans chaque ville, donc je le pose là, et ce sera un peu général. Il y a aussi la question de l'abstention, puisqu'il y a quand même un taux de participation qui est assez faible, en réalité, dans beaucoup de villes. À tout moment, il peut y avoir un rebond de participation au second tour, parce que c'est cet enjeu de, il faut faire barrage à Ciotti, ou faire barrage à Lavalette pour le cas de Toulon. Donc c'est l'inconnu. Est-ce qu'on passe sur le RN? Oui, peut-être la prise du RN avant de passer. Cagnes. Juste parler quand même de la grosse prise du RN d'hier, pardon. Cagnes-sur-Mer. C'est quand même 50 000 habitants. Hein. Avec le député Brian Masson. Qui gagne dès le premier tour. Donc Cagnes-sur-Mer, sur le littoral Côte d'Azur. Voilà. Une zone de force du RN, pour le coup. C'est pas une surprise particulière. Pas une surprise, non. Mais ça fait une ville de plus de 50 000 habitants qui tombe dans l'escarcelle du RN. Donc c'est plus de 50 000 Cagnes. Oui, c'est 50 000 pile, je crois. Enfin, 50 000 et quelques, en gros. Donc on peut vérifier si tu veux. Attends, vas-y, laisse l'écran comme ça, je vais regarder en même temps. Donc voilà, en gros, la leçon sur le RN, c'est que ils sont moins forts qu'attendus. 54 000 habitants. Notons quand même quelques villes où le RN est en tête du premier tour et en ballottage plutôt favorable, parce que c'est des quadrangulaires pour l'instant. C'est Douai et Carcassonne. 2 villes qui peuvent toujours prendre. Et d'ailleurs, peut-être dire un mot de ça, le RN va avoir besoin de voix, puisqu'on disait le RN n'a pas de réservoir de voix en soi. Mais ils espèrent en avoir en tendant la main à la droite. Je sais ce qu'a fait Jordan Bardella hier. Il a dit, alors je ne sais plus quelle était sa formulation exacte, la droite sincère. La droite sincère, oui. Quelque chose comme ça. C'est moins surprenant de la part de Bardella que si ça avait été Marine Le Pen directement, parce que lui s'inscrit dans une dynamique plutôt d'union des droites et de l'extrême droite. Bruno Retailleau, pour l'instant, lui a répondu que les alliances n'étaient pas prévues, mais par contre, il appelle les électeurs à ne donner aucune voix à LFI ou tous ceux qui font alliance avec LFI. Donc, ça suppose mieux vaut voter pour un candidat du Rassemblement national qu'un candidat socialiste s'il y a des insoumis sur ces listes. En fait, on remarque que Bruno Retailleau ne peut pas encore passer le cap d'un accord formel d'appareil avec le RN. En revanche, il pousse à ce que l'union se fasse par le bas. Il a tout intérêt, lui, à attendre 2027 pour qu'il se compte au premier tour
tour de la présidentielle, et dans l'hypothèse d'une potentielle victoire de l'extrême droite, au deuxième tour, ils pensent pouvoir se vendre beaucoup plus cher à l'extrême droite. Ensuite, si par exemple il leur manque, je sais pas, 30 députés et qu'il les a, il va pouvoir en gros les tenir un peu plus. Et donc voilà, plutôt que de faire ce qu'avait fait Ciotti aux législatives, où finalement il devient un parti d'appoint du Rassemblement national, là Bruno Retailleau, lui, c'est la même idéologie que Ciotti, mais avec une stratégie différente. Tout à fait. Et j'ajoute, et peut-être qu'on en finit là après avec le Rassemblement national, c'est quand même le score du RN dans les grosses villes. Il est très faible. Il est beaucoup plus faible, de quelques points quand même, dans la plupart des villes, des grandes villes. Aux européennes, le RN dépassait la barre des 10%. C'est-à-dire qu'ils étaient souvent entre 11 et 13% dans les grosses villes. Et en fait, mis à part à Marseille et Nîmes qui est aussi une des villes que vise le RN. Et où ils sont arrivés en tête très légèrement. Où ils sont très légèrement en tête. Eh bien, ils ne dépassent pas les 10%. Aussi parce qu'il y a eu un phénomène de vote utile. Alors c'est pas exactement la même chose pour les municipales qu'aux élections nationales, mais en tout cas aussi une partie de l'électorat RN a décidé de voter dès le premier tour pour le candidat de droite contre la gauche en réalité. Ce qui fait que, en gros, ils sont entre 5 et 8% selon les villes. Ouais. Je vois que dans le chat, ça commence à nous poser des questions. On va parler de la gauche, évidemment, vous en doutez. Ça sera l'étape d'après. Peut-être un tout petit mot rapide, parce qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose à dire, mais sur la Macronie. Oui, la Macronie, disons, la Macronie, pas le socle commun, disons la Macronie. C'est vraiment le parti absent de cette élection. On a l'impression. Alors, ils ont eu des maires réélus au premier tour dans des petites villes, etc., Renaissance, mais globalement, c'est vraiment le grand effacement de la Macronie. Le rôle de figuration presque de la Macronie dans cette élection est frappant, quoi. C'est assez dingue. De toute façon, quasiment partout, ils ont choisi de se mettre derrière des candidats d'autres formations politiques, notamment les LR. Ce qui détermine enfin clairement le bloc dans lequel il se situe. Là, il y en avait déjà pas pour nous. La Macronie est de droite, si vous avez un doute. Il n'y a pas vraiment d'ambiguïté sur et de gauche et de droite. C'est et de droite et de droite. Il y a deux villes principalement qui étaient ciblées. On peut les regarder par Renaissance. La première, c'est Annecy, avec un maire sortant écologiste qui ne se représentait pas. Donc là, on peut voir qu'il est plutôt en bonne posture, Antoine Armand, l'ancien ministre de l'économie, pour remporter la ville, parce que s'il y a une entente avec l'autre liste d'hiver droite, qui est l'ancien maire, Jean-Luc Rigaud, s'ils arrivent à s'allier, a priori, finito pour la gauche. Sachant qu'en plus, en 2020, Astorg, le maire écolo, s'était allié avec des macronistes dissidents. Tout à fait. Annecy, c'est pas une terre de gauche particulière. Donc, on savait dès le départ que ce serait compliqué à conserver dans l'escarcelle de la gauche. Donc ça, c'est la première chance, la plus sérieuse de victoire de Renaissance. La plus grosse victoire. Annecy. Et le deuxième endroit, c'est Bordeaux. Un autre ministre de l'économie. Un autre ancien. Le ministre des comptes publics, Thomas Cazenave, qui termine deuxième derrière l'écologiste, qui est soutenu par toute la gauche sauf LFI, Pierre Urmic. Là, lui, il est embêté par Philippe de Sertine, qui est un économiste libéral, qui mord à la fois sur l'électorat de centre-gauche et de centre-droit, qui est une surprise de l'élection quand même. Il faut se dire que c'est un candidat, il est sans étiquette, en tout cas il est sans appareil. Réussir à faire 20% dans une grande ville, c'est quand même un score assez zinzin. À noter que LFI, qui la dernière fois en 2020 était allié à Philippe Poutou, ne passe pas la barre des 10, donc ce qui fait que Pierre Urmic n'a pas besoin de fusionner, ce qui peut peut-être faciliter sa réélection. La discussion, je ne sais pas où en sont les discussions entre Cazenave et Dessertine. Dessertine lui avait dit qu'il ne fusionnerait pas avec Cazenave. Donc reste à savoir s'il décide de fusionner, de se retirer, ou de se maintenir, parce qu'on voit qu'ils sont à peu près dans le même étiage. Enfin, Cazenave est 5 points devant, mais il n'est pas largement devant. Oui. Donc voilà. Et après, il y a le cas des villes Horizon, puisque c'est le parti membre de la Macronie, mais un parti autonome, un parti d'Édouard Philippe, bien sûr, qui est devenu un peu un parti d'élus et d'élus locaux, et qui a de nombreux maires de grosses villes, en fait, qui a pas mal de maires qui étaient LR, qui ont basculé Horizon au cours du précédent mandat. Citons donc Toulouse, Le Havre. Le Havre, c'était déjà le cas, mais évidemment, c'est la ville d'Édouard Philippe. Angers, Vannes, Reims. Toulon, du coup. Reims, oui, tu as raison. Je crois qu'on a fait le tour de ces grosses villes-là. Et donc, toutes ces villes-là Horizon, globalement, les candidats Horizon sont en ballottage plutôt favorable. Alors, on va regarder Le Havre quand même. Plus emblématique de tous, j'allais dire Le Havre, puisqu'il était annoncé en difficulté, Édouard Philippe, dans les sondages. Au final, il a quand même une grosse avance sur la gauche au premier tour.
Disons que si on prend le total gauche au Havre par rapport à 2020, on a fait les calculs, il y a à peu près 6 points de moins pour la gauche. Ouais. Alors qu'il y a seulement LFI qui n'est pas qualifié, qui n'est pas avec Jean-Paul Lecoq, le communiste, mais qui fait 4%. Et qui fait 4%. C'est un score décevant pour le Havre. Où en fait la gauche espérait faire une pierre deux coups. C'est-à-dire, sachant que là tu dis que le total gauche a diminué, et sachant que déjà en 2020 avec un total gauche plus haut, au deuxième tour, il n'y avait pas le RN. Il n'y avait pas le RN, certes, c'était pas une triangulaire, mais bon, Édouard Philippe avait clairement gagné largement face à Lecoq au second tour. Donc là c'est une triangulaire, ça rend le truc un peu plus incertain, et encore une fois il y a toujours cette question de est-ce qu'ils pourront mobiliser des quartiers qui n'ont pas été mobilisés, voilà. Sachant que du coup si on fait les calculs, si on considère que a priori LFI, les voix de LFI vont aller directement à Jean-Paul Lecoq, qu'on peut ajouter quand même, il y a quelques listes divers gauche, voilà, on a il y a quelques voix en gros ça fait 6 points, 6,7 7 points et demi. Donc ça fait qu'il a 3-4 points de retard à rattraper. Donc ça veut dire que c'est des gens qu'il faut aller, c'est des électorats populaires qui peuvent voter RN, ou alors des abstentionnistes qu'il faut les convaincre. C'est pas totalement mort au Havre, mais c'est vrai qu'Édouard Philippe est plutôt en bonne posture, et parce qu'il y a aussi un enjeu de nationaliser avec cette élection, parce qu'il avait dit que s'il n'était pas réélu au Havre, il n'était pas candidat à la présidentielle. Tout à fait, ouais. C'est quasiment une primaire du centre, cette élection au Havre aussi. Après, on va pas passer des heures sur les non, je propose qu'on passe à ce qui va probablement intéresser plus le chat, c'est-à-dire la gauche. Peut-être commencer par la donnée nouvelle de ce scrutin à gauche, c'est la percée de la France Insoumise, des scores de la France Insoumise. Alors, il faut regarder dans le détail, parce que en gros, on se rend compte que la France Insoumise, c'était attendu, mais c'est confirmé, fait des énormes scores dans ce qu'on pourrait appeler les zones de force de Jean-Luc Mélenchon. Typiquement, on a, l'exemple, vous l'avez sans doute vu, mais il y a une ville qui j'ai mis le mauvais Saint-Denis. Ah mince, oui. Il continue. La gauche gagne aussi, mais à La Réunion, c'est pas la même gauche. Voilà, Saint-Denis, donc c'est la ville que la France Insoumise a pris au premier tour en alliance avec le Parti communiste français. Ville en plus qui a été fusionnée à Pierrefitte. Donc en réalité, les Insoumis et les communistes prennent et Pierrefitte et Saint-Denis du même coup. Donc voilà. Quelqu'un nous demande d'ailleurs, LFI a gagné combien de villes au premier tour? Une seule en fait, c'est Saint-Denis, puisque dans les deux villes sortantes de LFI qui sont Fâche-Tuménil et Grabel, ils sont en balotage défavorable. Ils sont deuxièmes dans les deux villes, ouais. Et deux villes et deuxième sans réservoir de voix, donc ça va être tendu, sauf mobilisation. Mais voilà, en tout cas dans les villes zones de force, donc Saint-Denis typiquement, autre ville. C'est quand même il faut qu'on se pose sur 2 minutes sur Saint-Denis, parce que c'était une ville donc, que le Parti Socialiste avait ravi au PCF en 2020 sur fond de Covid, avec une abstention qui bat des records. Là, elle est aussi très basse, la participation. Oui, elle a moins de 1%, je crois. Mais donc, voilà, les socialistes étaient arrivés triomphants à Saint-Denis en prenant la principale ville des communistes. Depuis, il s'est passé 6 ans, il s'est passé une élection présidentielle où on a vu les scores de la France Insoumise, notamment à Saint-Denis, et il y a eu cette alliance avec les communistes, et on ne s'attendait pas, sincèrement, à ce qu'Hanotin prenne une telle dérouillée. Parce qu'en fait, il faut appeler un chat un chat. Oui, parce qu'en fait, ils siphonnent visiblement déjà les voix de droite, parce que les deux candidats de droite que vous voyez en fin de tableau là, sont à 3% tous les deux. Donc en gros, il y a très très peu de voix de droite qui ne sont pas allées vers Hanotin probablement. Et ensuite, on a donc LFI à 50%, et en plus, on a Révolution, avec le luxe d'avoir Révolution Permanente qui est à 7%. Donc, la liste d'extrême gauche, qui aurait pu faire un réservoir de voix au cas où, mais dont la LFI et les communistes n'ont même pas besoin pour gagner la gauche. Donc voilà, effectivement, c'est un énorme succès, et ça prouve la force aussi de l'étiquette insoumise à Saint-Denis, mais ça on le savait vu les scores de Jean-Luc Mélenchon et à la présidentielle ou même aux européennes de Manon Aubry à Saint-Denis. Autre ville, pareil, où les scores présageaient un raz-de-marée insoumis, c'est Roubaix. Roubaix, donc David Guiraud ne naît pas maire dès le premier tour, mais est en ballottage très très favorable là quand même pour être élu au second tour. Une potentielle quadrangulaire. Ouais, dans une potentielle quadrangulaire qui a priori bougera pas, je pense, parce que. Et il a 26 points d'avance. Voilà, 26 points d'avance, il est à 46,6. Juste pour mesurer quand même, parce que Roubaix 2020, c'était 9% à LFI. Et même et du coup, je me mets là. Et sur le total gauche aussi, du coup, la percée de LFI fait que le total gauche prend 20 points
en 6 ans. Voilà. Bon, là, on a un exemple typique de comment la LFI s'est installée s'est enracinée le vote LFI s'est enraciné dans une ville avec une figure quand même qui fait du terrain quand même. David Guiraud sur le local, il est très connu. Il a largement travaillé le terrain. Bon, bah, ça paye, quoi. Voilà. C'est un exemple concret à Roubaix. Donc, le deuxième tour à Roubaix, a priori, devrait donner Roubaix à LFI. Il y a quand même des zones, parce qu'on parle des zones de force, il y a du coup aussi de fait des zones de faiblesse. Ouais. Des résultats où LFI fait des scores assez peu. On n'a pas parlé de Lille aussi, on y reviendra juste après. En fait, je pense qu'il faut repartir de leur but avant les premiers tours, c'était d'être en gros avec des listes quasiment autonomes. Dans 70% des cas, ils avaient des listes autonomes, donc solitaires. C'était de faire le plus gros score possible avec une liste seule, en fait faire 10 en gros pour pouvoir se qualifier au second tour et être en position de négocier. Voilà. De dire à la gauche, regardez, on va compter, sans nous, vous ne pouvez pas gagner. Et c'est une stratégie qui était pensée pour les villes de plus de 30 000 habitants surtout, puisque c'est là où ils ont présenté leurs candidats. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de villes où effectivement ça a marché, ils sont bien à plus de 10%. On va lister les villes où du coup maintenant la question de la fusion se pose de manière urgente. On y reviendra après. Il y a des villes effectivement où ça n'a pas marché. Tu sais, le Havre, ça n'a pas marché au Havre, ça n'a pas marché à Lorient, ça n'a pas marché à Bordeaux, ça n'a pas marché à Nîmes. Ouais. Strasbourg, j'ai oublié, si Strasbourg il est autour de 15%. Ça va, ouais. Mais comme c'est une bataille intra-gauche, c'est moins, ça pèse moins. Mais il y a quelques villes comme ça où on se rend compte que, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans ces villes-là, notamment, prenons Nîmes ou Le Havre. Nîmes ou Le Havre, c'est deux villes où il y a l'enjeu de prendre la ville à la droite. Il y a 2 bulletins disponibles pour les électeurs. On se rend compte qu'il y a une prime à l'union et que les bulletins qui semblent les bulletins les plus à même c'est le vote utile. Voilà, vote utile tout simplement, dès le premier tour, qui ont fonctionné pour les listes d'union de la gauche. Et du coup, les filles fait des scores très faibles. Après, ils n'ont pas mis non plus dans ces villes-là des candidats qui étaient extrêmement identifiés. Maintenant, ils ont envoyé par exemple au Havre la pauvre Charlotte Boulogne, qui a fait ce qu'elle pouvait, mais dans une élection nationale. C'était sa première élection. C'est ça. Se présenter, c'était une primo tête de liste dans une ville extrêmement scrutée par la presse nationale, avec un député communiste qui est très implanté, qui était déjà au deuxième tour la dernière fois, un ancien Premier ministre. Enfin, c'est des conditions de campagne qui sont très difficiles. Même problème à Nîmes où ils ont changé de candidat en cours de route, ils ont nommé quelqu'un que personne ne connaissait, ni l'élève ni d'Adon. Voilà, c'était c'est aussi les choix de casting montrent aussi un peu les priorités électorales de la France Insoumise, bien sûr. Et avant d'en venir, justement, les villes où la fusion est en discussion, parlons de Lille quand même. Oui. On peut mettre vous mettre le score. Peut-être la ville la plus à gauche de France. En tout cas, l'une des villes. Et a priori, donc le Parti socialiste est arrivé en tête. Donc c'est le successeur de Martine Aubry. C'est la première fois qu'il se présente sur son nom, puisque c'était une succession en cours de mandat qui avait été faite. Ensuite, nous avons Laouaria Adouche, qui talonne le maire socialiste, avec derrière elle la liste écologiste de Stéphane Belly, qui la dernière fois avait perdu la ville à 200 voix. Il avait failli la prendre à Martine Aubry. Sauf que là, a priori... Ils sont aussi qualifiés, on le notait quand même, et Renaissance avec Violette Spilbou et le RN aussi. Donc les 5 listes sont au second tour. Et visiblement, il y a des discussions pour une fusion, une potentielle fusion, entre LFI et les écologistes. Pour squeezer le PS. Voilà. Les voix des écologistes ne sont pas nécessairement celles qui vont aller toutes vers LFI, mais en tout cas, on peut penser qu'ils en prendront une bonne partie. Et donc, il va y avoir vraiment gros match à Lille pour savoir si la ville va rester socialiste ou si elle va passer à la France Insoumise. Et encore une fois, zone de force pour les filles. Lille, ils ont... Ce qui serait de fait la plus grosse ville dirigée par la France Insoumise. Et de très loin, parce que c'est dans le top 10, c'est la 10e ville de France, Lille. Oui, là, on a quand même cité, s'ils venaient à gouverner Roubaix, Lille, Saint-Denis, ça ferait quand même... Parce que Roubaix, c'est pas encore 100 000 habitants, mais c'est 99 900, je crois, au dernier décompte. Donc ça passera à 10 000, à 100 000 dans les prochaines années. Ça ferait 3 villes de 100 000, en gros, gouvernées par LFI, ce qui est pour eux, vu qu'ils partaient de pas grand-chose, quand même, déjà un succès. Et potentiellement une 4e, puisqu'on va parler des questions de fusion ou pas fusion. La plus grosse ville, en réalité, ce serait pas Lille, ce serait Toulouse. Oui, et on parle de Limoges après. Mais oui, Toulouse. Toulouse, vous avez sans doute suivi les résultats. Puisque donc le maire sortant, Jean-Luc Moudenc, Horizon, est en tête avec 37% des voix, mais à gauche, il y avait 2 listes de gauche qui se tiraient la bourre, et la France Insoumise est passée devant la liste des socialistes, puisqu'ils font 27,5%, alors que les socialistes font 25%. Il y a 4000 voix d'avance pour LFI, donc face à... Et donc... À Toulouse, on peut annoncer...
Et oui, c'est officiel. Il y a une fusion entre François Piquemal et entre les listes, pas entre les personnes, hein, oui. entre les listes de François Piquemal et de François Briançon. C'est allé très très vite. On pensait d'ailleurs que Carole Delga aurait pu faire barrage de son corps pour éviter toute alliance avec LFI, parce c'est la présidente de la région Occitanie. Elle est très opposée à LFI, et il avait été même question qu'elle puisse être à un moment candidate à Toulouse. Ça n'a finalement pas été le cas. Après, il y a toujours un enjeu à Toulouse, hein, qui s'est posé de la même façon en 2020. C'est que la gauche fait un score, le total gauche, hein, un score supérieur à 50%. On a en l'occurrence 52,6%, sans compter les listes d'extrême gauche. Et le sujet, c'est Toulouse. Le paradoxe toulousain, c'est que même quand le total gauche est supérieur à 50%, c'est la droite qui gagne. Au deuxième tour, c'était le cas en 2020, c'était déjà quasiment 52%, et à la fin, c'est quand même Moudenc qui avait terminé maire. Donc ça va être l'enjeu principal. Est-ce qu'un insoumis fera mieux que l'écologiste la dernière fois ? Sachant que les fusions, c'est jamais des additions pile poil de voix, mais si on additionne les voix de la gauche, on est à plus de 80 000 voix, 83 000 voix, donc on serait à 20 000 voix d'avance sur Moudenc. Alors il y a des réservoirs de voix à droite aussi. Hein, le RN ne peut pas se maintenir. Notamment le RN et puis des listes divers droite. Et reste à savoir si aussi, parce que c'est ce qu'on entend beaucoup dans ces élections, est-ce que une partie de l'électorat socialiste, l'électorat qui a voté Raphaël Glucksmann aux dernières européennes, peut être effrayé par le fait que ce soit un insoumis qui porte la liste, au vu à la fois des sorties difficiles, ambiguës, dirons-nous, des polémiques en tout cas, suscitées par la France Insoumise, et de l'autre côté l'offensive médiatique très claire anti-France Insoumise, avec une mauvaise foi et des ambitions qui sont clairement affichées de vouloir détruire et de cornériser, d'extrémiser la France Insoumise. Donc est-ce que ça va avoir des effets ? Toulouse, c'est une ville test en tout cas. Oui, Toulouse, oui. Complètement. Là, pour le coup, en tout cas, la gauche se met en situation de l'emporter. Il y aura pas parce que si divisé, c'était mort. Hein. Ça, c'était une évidence. C'est aussi pour ça qu'ils fusionnent. Donc voilà, effectivement. Et c'est pas une fusion technique. Hein. C'est pas une fusion, c'est une vraie fusion. Oui. Alors peut-être un petit point là-dessus, parce que fusion technique, c'était une proposition de la France Insoumise, en gros, pour dire si vous êtes embarrassé avec le fait de fusionner avec nous, puis nous on est un peu embarrassé aussi avec le fait de fusionner avec le Parti socialiste. On fusionne juste pour pas se gêner, mais par contre à la fin on siège dans l'opposition. Quoi. C'est en gros, vous nous aidez à avoir des élus. En plus, nous, ça nous arrange pour les sénatoriales. Mais par contre, c'est vraiment un échange de bons procédés. Quoi. Il ne s'agit pas de gouverner ensemble. Et à noter que François Briançon a été donné favori à gauche, en tout cas dans les sondages ces derniers jours. Et il avait dit il y a quelques jours que s'il est arrivé deuxième, il se désisterait au profit de François Piquemal, mais parce qu'il pensait arriver en tête. Et finalement, c'est arrivé. Et on note que donc, le LFI aussi a tendu la main en disant ce ne sera pas un désistement, ce sera une fusion. Je pense que si, parce qu'ils ont très bien compris l'intérêt d'avoir les socialistes sur leur liste. Oui, et puis l'écart est trop faible pour non plus dire. Les socialistes seraient à 10, ce serait peut-être différemment, mais là, en l'occurrence, l'écart est trop faible. Donc voilà. Je trouve que c'est pas la seule ville où la question de la fusion non, va se poser. C'est même majoritaire. Ouais, dans les grosses villes. On va faire une grande partie, je pense, de ces villes-là. Je sais pas par laquelle tu veux commencer, mais en gros, commençons là où c'est pas compliqué. Peut-être juste dire un truc un peu général. Les socialistes qui, pour certains, pensaient pouvoir faire vraiment sans les insoumis, c'est-à-dire en fait mettre l'objectif des socialistes est souvent de mettre les insoumis en dessous de 10 pour pas s'embarrasser de ça. Dans pas mal de villes, ça n'a pas marché. Et donc on a des maires socialistes sortants qui sont en ballottage, on ne peut pas dire défavorable, mais délicat, on va dire, parce qu'ils ont un score moins haut qu'espéré et que la France Insoumise est moins bas que les socialistes espéraient. Il est clair que la percée LFI, de toute façon, embête notamment les maires socialistes. Ouais. Mais je te propose d'y revenir dans un deuxième temps parce que du coup, ça nous fera une transition vers les difficultés qu'on peut avoir le PS, mais qu'on justement se focus sur les villes où ce ne sont pas les têtes de liste socialistes qui tirent l'union. Oui. Par exemple, c'est le cas à Lorient. Oui. Lorient, qui est une ville de gauche, et bizarrement, depuis 2020, elle est gérée par la droite, parce que la dernière fois, justement, c'est la désunion de la gauche au deuxième tour qui avait fait que Fabrice Loher, donc maire UDI, l'avait emporté. Cette fois, donc, on avait 3 listes de gauche. La première qui est tirée par le député écologiste Damien Girard. Ensuite, il y a eu la socialiste Gaëlle Lestradic et la France Insoumise avec Vincent Letertre qui, lui, ne passe pas la barre des 10. Là, on est typiquement dans l'exemple que je disais de villes de droite qui peuvent basculer, où il y a eu un vote utile pour les listes de gauche et pas Lévis. Clairement. Moi, je peux vous dire que selon nos informations, d'ici quelques minutes, c'est peut-être même déjà annoncé, la fusion... Je regarde en même temps.
est fortement probable, je vais pas vendre la peau de l'ours avant qu'elle soit officiellement annoncée, mais Lorient, a priori, c'est quasiment fait. Pour l'instant, c'est pas tombé, mais oui, les discussions vont dans le bon sens. On vous le dit, c'est une information, l'humanité. Ouais. En tout cas, c'est en très bonne voie, et parce que c'était dans les discussions déjà. Ce qui posait problème aux socialistes, c'est si les Insoumis avaient dépassé la barre des 10, il y avait peut-être que Damien Girard aurait dû choisir, comme ce sera le cas dans une autre ville dont on parlera juste après. Mais là, il n'y a pas de choix à faire. A priori, la seule fusion possible, c'est avec les socialistes qui sont très haut, plus haut qu'attendu à Lorient. Et donc, l'objectif maintenant, c'est de renverser la mairie, la majorité sortante de droite. Autre ville où les discussions, en tout cas selon nos informations, vont dans le bon sens, c'est Limoges. Limoges, donc cas différent, puisque la liste d'Union de la gauche, cette fois... Enfin, une des listes d'Union de la gauche, cette fois, est portée par la France Insoumise, puisque c'est la France Insoumise avec les écologistes, et qui sont arrivés en tête devant la liste PS de Thierry Miguel. Donc là, pareil, discussion nécessaire pour battre la droite à Limoges entre Damien Maudet, donc LFI, et le PS. Et à l'heure où on se parle, ils se voient. Et a priori, ça va dans le bon sens. Donc, on ne peut pas annoncer une fusion encore, ça serait trop tôt, mais en tout cas, ça va dans le... Ça, voilà. Ils se parlent, c'est déjà pas mal. Limoges, on parlera de ville où ils se parlent pas après. Limoges, qui est un cas assez emblématique aussi des relations entre le Parti socialiste, mais a fortiori place publique, et la France Insoumise, puisque c'est là-bas que Olivier Faure et Raphaël Glucksmann ont consacré leur dernier déplacement de campagne commun pour aller soutenir la liste de Thierry Miguel, avec notamment Raphaël Glucksmann qui a répété ce qu'il avait déjà dit: s'il y a une alliance avec LFI, tout candidat place publique sera exclu du parti. Ouais. Et il se trouve que ça a peut-être aussi, c'est une hypothèse, alors l'écart est élevé, hein, mais puisque les listes LFI à chaque fois ont dit qu'ils tendraient la main au deuxième tour aux listes arrivées derrière eux, eh bien peut-être que ça a boosté aussi les listes insoumises. Oui, parce que celui qui apparaît pour le diviseur, c'est Raphaël Glucksmann. Voilà, il faut se rappeler que le peuple de gauche, on l'a vu à la dernière fête de l'UMA, hein, c'était clair, net et sans bavure, est un peuple de gauche unioniste. Qu'on a marre de perdre, en fait. Voilà, ils en ont marre de perdre, ils veulent être présents au deuxième tour, diriger des villes et gagner une présidentielle. Ouais. Et donc là, surtout que Damien Maudet, c'est pas le plus raide des insoumis, disons. Il est plutôt sur une ligne soft, voilà. Et donc Glucksmann avait choisi d'annoncer ça à Limoges, ce qui était vraiment, tout LFI pour lui était radioactif. Enfin, oui. Ce qui prouve que par ailleurs, on peut dire que le déplacement de Faure et de Glucksmann n'a pas été décisif pour en tout cas, au profit de leurs candidats. Je propose de passer à Poitiers. Oui. Parce que Poitiers, c'est donc... qui était une des villes de la vague verte de 2020. Voilà, donc Léonore Monconduit, écolo. Et le problème de Léonore Monconduit, c'est que elle avait pris la ville au PS. Oui. Ah, pardon, c'est moi qui ai appuyé sur... Il fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi avec l'écran. Et vous découvrez la magnifique interface de l'humanité, n'hésitez pas à y aller. Alors, ouais, sur le site, vous avez tout. Hein. Tous les scores de toutes les villes de France sont sur le site de l'UMA. Donc, allez-y. Je voyais quelqu'un demander si on avait parlé de l'Aude, pardon. A priori, c'est pas prévu. Si tu veux aller chercher les infos, tout est sur le site de l'UMA. Tout à fait. Et donc, pourquoi on voulait vous parler de Léonore Monconduit à Poitiers? C'est parce que donc elle avait ravi la ville au PS, mais en cours de mandat, sa majorité s'est fracturée. Ouais. Elle qui était avec une liste citoyenne, il y avait aussi la France Insoumise et les communistes qui étaient avec elle, et finalement ils ont dit ça s'est trop mal passé, on repart pas ensemble. Oui. Ce qui pouvait la mettre en difficulté, Léonore Monconduit, et finalement elle ressort en tête. Par contre, elle va avoir un choix à faire, potentiellement un choix à faire, à savoir si elle veut s'allier d'un côté avec les membres de son ancienne majorité, donc c'est la liste qui est de Bertranger, les insoumis, insoumis NPA, gauche PCF. Là, mais c'est le parce qu'on est tributaire des classements du ministère de l'Intérieur. Et puis il y a l'UNPA aussi qui est sur la liste. Et de l'autre côté, la liste de François Blanchard, le socialiste, qui arrive 3e. Ouais. Donc elle a le choix. Elle a le choix, sachant que le RN est a la possibilité de se maintenir et va se maintenir a priori, et qu'il y a une deuxième liste de droite qui se maintient. C'est-à-dire qu'on a 6 listes potentiellement à Poitiers qui sont qualifiées pour le deuxième tour. Oui, donc s'il y a une fusion entre Monconduit et une des deux listes de gauche, a priori, ça le fait. Voilà. Ouais. Ça, c'est pour les villes tirées par... alors, on peut parler de Lyon quand même.
Oui, parlons de Lyon. Ah, parce que oui, avant de passer, Lyon, c'est Lyon-Grenoble avant de passer aux villes socialistes. Tout à fait. Alors Lyon, c'est quand même la remontada. La remontada est la grosse surprise. Alors, d'ailleurs, oui, les scores sont à jour. Pour rappel, si je ne me trompe pas, le premier sondage donnait quand même Jean-Michel Aulas à 47. plus de 20, mais plus de 22 points, je crois, d'avance, facile, je crois, sur Grégory Doucet. Ah, mais il y avait des papiers qui disaient peut-il gagner au premier tour ? Oui, voilà. Et donc, finalement, Grégory Doucet, partant de 22 points de retard, finit un point devant Jean-Michel Aulas. Donc ça il a 1000 voix d'avance. Mais il a quand même 1000 voix d'avance. Et donc, là, c'est une triangulaire en l'état entre Grégory Doucet et donc Aulas et la LFI qui a dépassé les 10%. Alors, pareil, donc la question de la fusion se pose de manière aiguë, parce que sans fusion, ça peut paraître délicat. Et on peut vous dire que les discussions sont en bonne voie. Oui. Voilà. Sachant que déjà, les relations entre les deux candidats étaient plutôt bonnes. Ils avaient déjà dit au premier tour, grosso modo, qu'ils acceptaient de se retrouver au deuxième tour pour éviter que la ville bascule dans les mains de Jean-Michel Aulas. Par contre, je crois qu'on n'a pas les scores de la métropole. On peut peut-être vérifier. Je suis pas sûr. Parce que c'est. La métropole, oui, les écolos sont. Métropole de Lyon, on a que Circo par Circo. Ouais. Ça va être compliqué. Il se trouve que c'est Bruno Bernard, l'écologiste, qui est aujourd'hui président de la métropole de Lyon, qui est une. Comment dire ça c'est unique. C'est un cas unique en France, la métropole de Lyon. C'est quasiment un département. C'est un département. Ouais. Avec les pouvoirs d'agglomération, donc c'est une super collectivité. C'est ça. Et là, elle est en passe de basculer dans les mains de la droite. Oui, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, puisque quand vous êtes maire de Lyon, mais que la métropole n'est pas de votre bord politique, ça vous fait quand même un sacré obstacle. Parce que des compétences de la ville, en plus, ont été transférées vers la métropole. Ouais. C'était à l'époque, c'est Gérard Collomb qui se croyait tout puissant à Lyon avant de perdre la ville. Il s'était créé une collectivité pour lui. Voilà, il s'était créé son royaume. Son royaume. Ouais. Et Grenoble. Puisque. Donc, Éric Piolle, le maire écologiste élu en 2014, ne se représentait pas. C'est la sœur de François Ruffin, Laurence Ruffin, qui a repris le drapeau de la gauche sans place publique et sans la France Insoumise, qui sont tous les deux en capacité de se maintenir au deuxième tour, mais surtout est arrivé en tête Alain Carignon, l'ancien maire de droite de la ville. Oui, tout à fait. Qui a été donc battu en 2014, c'est ça ? Un retour. Et oui, pareil, là, vous faites comme nous les calculs, vous voyez bien que l'union de la gauche est un impératif. Ville de gauche en plus, Grenoble. Ville de gauche, Grenoble. Ville emblématique, laboratoire de l'écologisme politique quand même, depuis 2014. Après, il y a quand même un gros sujet à Grenoble. Le total gauche en 2020 était égal à 63,2%. Et là, on est à peine à 56%. C'est-à-dire il y a une chute de quasiment 8 points, 7 points. Ce qui est énorme à l'échelle d'une ville. Voilà, il y a une percée du Rassemblement national limitée, 5%. Après, il y a des listes citoyennes. Il y a un collectif qui fait 5%. Il y a des voix encore, effectivement, au-delà même des Mais je les compte dans le total. Ouais, tu les as comptés, bien sûr. On nous demande dans le chat rapidement. Quid de la vague verte de 2020 ? Est-ce que ça a tenu bon ? Alors c'est contrasté. Les villes dans lesquelles les sortants sont plutôt en bonne position, donc on a cité Poitiers, on a cité Bordeaux où ça peut le faire. Lyon, c'est surprenamment, c'est possible. Pensait, selon le report de voix, parce que Lyon, la gauche a progressé. Là, pour le total gauche à Lyon fait plus 6 points par rapport à 2020, ce qui est un très très bon score. Et ensuite, on peut regarder, il y a Tours. Tours, ça devrait le faire. Il est plutôt bien placé, le sortant Emmanuel Denis, à condition qu'il arrive à discuter avec LFI. Mais a priori, c'est pas là où ce sera le plus compliqué. Non, entre les écolos et LFI, généralement, ça se passe mieux qu'entre la question se pose de manière moins aiguë qu'avec le PS. À Bordeaux, si LFI était au-dessus des 10, il y avait refus de discuter avec LFI, mais c'était à peu près le seul cas où ça se passe. Après, dans la vague verte, il y avait Strasbourg. Là, Strasbourg, c'est quasiment mort pour Jeanne Barséguian. Sauf si elle s'allie avec LFI. Et encore. Ça peut être un prérequis, mais c'est pas forcément. Donc, en tout cas, si on additionne les deux scores, ils sont au-dessus de la socialiste Rothman, qui elle refuse de discuter avec tous les autres, de toute façon. Qui est l'ancienne maire et ancienne ministre de la Culture sous Lionel Jospin, qui fait un comeback inattendu à Strasbourg. Mais c'est pas. S'il y a alliance avec LFI, Jeanne Barséguian, c'est pas fini. Sinon,
c'est finito. Sachant que la droite va pouvoir bénéficier de reports de voix assez importants à Strasbourg. C'est-à-dire que le plus gros risque finalement, c'est même pas que Catherine Trautmann reprenne la ville, c'est que la droite reprenne, comme c'était le cas avant, c'était Fabienne Keller qui était maire de Strasbourg, tout à fait, qui est maintenant eurodéputée. Donc ça, Strasbourg, c'est chaud. J'ai pas regardé à Colombes parce qu'on cite jamais Colombes parmi les villes. C'est vrai que Colombes est une des villes. Et a priori, c'est c'est les Républicains qui sont en tête, mais par contre, il y avait 3 listes de gauche. Voilà, exemple typique où il faut que la gauche discute. Sinon, c'est pour la droite, ça c'est sûr. Donc oui, résultat contrasté parce qu'on a dit Annecy, donc c'est quand même probable que Annecy perde aussi la ville. Et il y a Besançon qu'on n'a pas cité. Oui, on allait on va y venir. Vas-y, allons-y, tant qu'on est sur la base verte. Oui, allons sur Besançon. On passera Besançon. aux villes socialistes après, mais Besançon, ça semble finito. Ouais. Parce que le candidat du Rassemblement national ne peut pas se maintenir et donc aurait aspiré une partie des voix qui vont a priori se reporter sur la liste de droite. Ouais. Et donc même s'il y a plus de 5, il y a un total de droite, tu as plus de 50%. Voilà. Parce qu'il y a d'autres reports de voix, la liste du centre, etc. Donc ça paraît compliqué pour Anne Vigneault. Voilà. En tout cas, si elle ne fusionne pas avec la LFI, c'est cuit. Si elle fusion, ça reste très compliqué. Mais la question, c'est de savoir si les discussions auront lieu aussi à Besançon. Parce que c'est l'enjeu, en fait. Ouais. À gauche et à droite, c'est le bloc qui sera le plus uni et celui qui gagnera dans la plupart des configurations. Oui, c'est ça. Là, oui, les municipales, là, c'est vraiment la prime à l'unité. On le voit. Les blocs. Et d'ailleurs, montre. C'est là où on voit que le RN, faute d'alliés, aussi est faible. Aussi, c'est ça. D'où leur argument de union des droites, tendre la main à droite. Il leur faut des recours. Et comme dans beaucoup de villes, on le disait, ils ne sont pas qualifiés au deuxième tour dans beaucoup de grandes villes. Ce qui fait que la question centrale qui se pose dans ces municipales, c'est la question qui était celle qui structurait la vie politique nationale avant Emmanuel Macron, ça veut dire droite ou gauche. Voilà, et chacun doit réunir son camp, et doit rassembler son camp et rassembler ses voix. Sauf que par rapport à la situation avant Emmanuel Macron, ces blocs-là sont beaucoup plus divisés qu'ils ne l'étaient il y a 10 ans. Tout à fait. Passons. Alors peut-être qu'on peut faire 7 avant de. Oui, faisons 7. Parce que c'est une liste tirée par une liste de gauche tirée par une communiste pour une ville qu'ils ont dirigée longtemps. Oui. Et là, donc, c'est en quinquagulaire, je vois exactement quinquagulaire si je ne me trompe pas, puisque sont qualifiés donc la droite sortante, puis le RN, puis donc Laura Séguin, la communiste, et ensuite une autre liste de droite, et ensuite la liste socialiste. Donc pareil, là, s'il y a discussion entre la liste communiste et la liste socialiste, dans un format... Après, est-ce que la droite va se rassembler ou pas, on ne sait pas encore. Donc soit il y aura une quadrangulaire, soit une triangulaire plus probablement. C'est serré, mais c'est jouable pour la gauche à 7. Donc, ce serait une reconquête de ville de gauche, ville industrielle, un port industriel qui est 7, qui a été longtemps communiste effectivement. Donc voilà. Disons qu'il y a match, mais c'est pas... Ce qui n'est pas inintéressant parce que des villes de gauche sur le littoral méditerranéen, il n'y en a pas beaucoup, vous l'aurez remarqué. Donc 7, ce serait une petite respiration pour ville historique de la gauche, avec le port, avec un port important. Exactement, port ouvrier, port industriel. Donc voilà, c'est un vrai enjeu pour le coup. Et ville où est enterré Georges Brassens, le sachiez-vous? Tout à fait. Tout à fait. Je ne sais pas comment rebondir là-dessus, mais oui, c'est fun fact. Oui, allons du coup sur les villes, les PS sortants, puisqu'on nous pose la question de Rennes, par exemple. Est-ce qu'on commencerait pas par Rennes? Voilà. Donc Rennes. Rennes, ville de gauche, quand même, globalement. Ouais, alors si je vous fais les totaux gauche, attendez. Totaux gauche, mais c'est pas ville de gauche, mais moins de gauche qu'en 2020. Bien moins. En 2020, c'était 65,7% le total des listes de gauche, dans lequel je ne compte pas les listes d'extrême gauche. Et aujourd'hui, on est à 52,8. C'est-à-dire, ils ont quand même pris... 58,2, non, tu veux dire 58,2, pardon, c'est dans ce sens-là. Ils ont pris l'escalator, quand même. C'est pas le toboggan, mais... Ouais. Oui, il y a un petit recul de la gauche. Et là, on se rend compte qu'effectivement, Nathalie Appéré, qui se voyait très haut, parce que je crois qu'il y a des sondages qui annoncent à plus de 40 quand même au premier tour. Ah oui, non, mais elle fait 10 points de moins que le score qu'on attendait d'elle. Voilà, c'est ça. À peu près. Et c'est pas tant d'ailleurs à cause de la percée de la France Insoumise, parce que la France Insoumise fait le score qu'on attendait à peu près. C'est-à-dire que Mesmer était à 18. Ils sont un poil plus haut, voilà. Mais je crois qu'il était à 17. De 2 points, quoi. Donc c'est plus un recul du PS quand même que en gros,
des vases communicants avec le LFI. Sachant qu'il y a aussi, alors qui est comptabilisé, parce que j'ai pas comptabilisé les révolutions permanentes, etc., mais Ulysse Rabaté, qui est plutôt... qui était proche des Insoumis, mais là, qui est insoumis dissident, là, en gros, on peut dire. Donc qualifié d'extrême gauche, ce qu'il n'est a priori pas. Non. Rajoute au score. Donc c'est-à-dire qu'il y a 10 points d'écart entre LFI et le PS pour une mairie sortante. C'est assez... c'est très serré. Et là, s'il n'y a pas de discussion, ça peut le faire, hein, parce qu'on voit que les reports de voix à droite sont pas non plus stratosphériques. Là, il y a 12 points à droite, ce qui les emmènerait en gros au même score que Nathalie Appéré, qui peut espérer peut-être des reports de voix favorables. Mais si ça discute pas, ça peut être tendax. Ouais. Donc pour l'instant, on n'a pas trop d'infos sur Rennes. Comme l'écart est assez important entre les deux, il pourrait y avoir la tentation de ne pas fusionner. Les relations sont aussi très compliquées entre les Insoumis rennais et la mairie socialiste sortante. Mais c'est être joueur. Donc voilà, c'est prendre un gros risque de ne pas le faire. Et Rennes qui passera à droite, pour le coup, ce serait une surprise. C'était pas sur les tablettes, ça. Et autre ville du coin, c'est Nantes. Oui. Où autre score décevant pour la maire sortante. Pour la maire sortante, Johanna Roland, qui est la numéro 2 du Parti Socialiste. Qui est talonnée. Oui, bien plus qu'à Rennes. Hein. L'écart est très faible pour le coup avec la liste de droite. Qui est talonnée par, faut dire le nom de ce monsieur, Foulques Chombardelot. Voilà. Moi, j'adore ce nom, donc c'est peut-être mon nom préféré des municipales, je tenais à le prononcer. Et LFI est en capacité de se maintenir. Avec l'ancien de la Convention citoyenne, William Aucan, qui tire la liste. Alors que la dernière fois, il soutenait Margot Medcourt, qui est issue des listes citoyennes, qui, elle, fait aussi un bon score, hein, quand même, pour une liste citoyenne. Le total gauche à Nantes diminue aussi énormément. Il passe de quasiment 60% à 52%. Ouais. Oui, donc pareil, on note surtout un recul du PS, hein, en fait, hein, aussi à Nantes, dans une ville où c'était quand même un peu comme un bastion socialiste historique, la ville de Jean-Marc Ayrault. Voilà, donc... T'as dit Bastion sur la chaîne de l'Humanité, sur le truc de l'Humanité, tu vas te faire déchirer, toi. Mais bon, pour Nantes, on a le droit quand même. Et donc si ça ne discute pas à Nantes, ça va être compliqué. On sait que LFI a tendu la main à Johanna Roland, qui hier aussi a fait un communiqué sans citer les films pour appeler toutes les forces humanistes, avec des formulations un peu vagues. Et on sait le genre de communiqué qui laisse la porte ouverte. Voilà. Et on sait aussi en langue diplomatique qu'elle discute a priori avec la liste centriste de Mounir Bellamiti, qui n'a pas fait les 10%. Donc du coup, on se demande quand même ce qui va se passer à Nantes, parce que LFI met comme préalable pour fusionner avec Johanna Roland de ne pas discuter avec les centristes. Évidemment. Il faut faire un choix dans la logique des blocs. Et là, se tourner à la fois vers le bloc insoumis et le bloc de gauche et le bloc central. Et ce qui semble, d'un point de vue électoral, le plus logique, ce serait de se tourner vers la France insoumise, puisqu'ils sont en capacité de se maintenir. Ouais. Mais on sent que peut-être Johanna Roland fait ce move-là pour fracturer le bloc centriste et en gros éviter des reports de voix vers Foulques Chombardelot. C'est ça. En espérant que par ailleurs, il y a peut-être un vote utile à gauche qui vienne vers elle, quoi qu'il arrive, y compris insoumis. Mais c'est un pari pareil, un peu délicat. Parlons de Brest. Restons dans l'ouest, effectivement. On et là, aller plus à l'ouest. C'est la cata. C'est très compliqué. Pas pour le maire Cuillandre. Ouais, pour le maire Cuillandre, c'est très compliqué. Donc pareil, ville socialiste historique, Brest. Là, c'est même pas qu'il est talonné par la droite, c'est qu'il est bien distancé par la droite, puisqu'il est à 24%, j'arrondis. Et la droite est à 30%. Ville de gauche historique, Brest. Mais complètement. De toute façon, c'est des villes de l'ouest social-démocrate historique, en fait. Où le total gauche augmente. Hein. Il prend 2 points le total gauche entre 2020 et 2026. Oui, donc là, clairement, c'est du fait de LFI. A priori, cette augmentation, puisque le total socialiste est baissant. Et donc, pareil, là, sans discussion entre LFI... Il y a aussi des dissidents. Hein. Il y a aussi des dissidents, effectivement. Mais en tout cas, si LFI fait un score plus élevé qu'en 2020, en tout cas, là, s'il n'y a pas de discussion, pareil, entre le PS et LFI, tout ce qu'on vous dit là, à chaque ville, hein, c'est ça, c'est le scénario que les socialistes espéraient éviter, c'est-à-dire de devoir entamer des négociations avec la France insoumise, dont ils ont dit quand même nationalement qu'ils voulaient plus trop avoir affaire à eux, même s'ils ne fermaient pas totalement la porte à un accord locaux. Je peux dire qu'il y en a qui disaient ça n'arrivera pas. Ah oui, je pense qu'il y a beaucoup d'auto-persuasion socialiste. Les socialistes refusaient, avant le premier tour, d'envisager ces hypothèses, à la fois en méthode Coué pour pousser l'électorat de gauche
à voter directement pour eux en leur disant de toute façon votez pas LFI, ça sert à rien, on fusionnera pas avec eux. On voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc là, ils se retrouvent un peu mis devant le fait accompli, comme des lapins pris entre les fardes. Le PS est rattrapé par son anti-LFisme. Oui, c'est ça. Et le PS est en train de découvrir qu'il y a un vote LFI. Et que c'est pas uniquement un vote, voilà, c'est pas une parenthèse, c'est pas un vote utile juste à la présidentielle parce que Mélenchon est le mieux placé, il est le plus fort en gros. C'est pas que ça, c'est aussi un vote France Insoumise qui est en fonction des villes, entre 8 et 15%, parfois 20 dans des villes où c'est même plus 27. Fort. Après, on a cité les zones vraiment de force où le vote est très très haut. On a dit Roubaix, on a dit Saint-Denis, mais voilà, si on fait un peu une moyenne, des fois il est bien plus haut que ça. Mais dans les villes dites socialistes, en tout cas où les socialistes ont le plus de chance, ils font quand même des scores relativement élevés. C'est ça. On peut peut-être citer d'ailleurs une ville... Pareil, une ville où pour le coup il n'y a pas trop de risque, il n'y aura pas de négociation, c'est Montpellier. Montpellier, typiquement, voilà, le score à Montpellier, Mickaël Delafosse est en ballottage très favorable avec 33% des voix, mais Nathalie Ozziol a fait 15-36 dans une ville où les Insoumis font des scores régulièrement très hauts aux européennes, etc. Il y a plusieurs villes comme ça où ça pose. On peut prendre Dijon aussi. Oui. Dijon chez les socialistes qui ne posera pas de problème parce que les filles effectivement est pas pas haute, que c'est celle qui a pris la succession de François Rebsamen. On peut regarder vite fait Le Mans aussi, qui sont vraiment... c'est ce qu'on vous disait. C'est les anti et les filles. Il y a des villes où la stratégie autonome de la France Insoumise n'a pas fonctionné. Bon, typiquement, Le Mans, voilà, Malbrillant, le candidat, il fait 7. Voilà, leur stratégie, leur objectif, c'est de faire 10. Ils le font pas. Donc il y a quand même des zones il y a comme des villes socialistes. Là, Rouen, c'est un bon score. Ils font un bon score, ouais. Après, ils n'empêcheront pas la victoire de Nicolas Meyer-Rossignol, a priori, parce que dans une quadrangulaire sans report de voix pour personne, ça bougera pas. Non, mais là pour le coup ils ont réussi à faire à rentrer au conseil municipal, ça c'est leur premier objectif. Et ce qui est loin d'être le cas partout, on peut parler de Clermont. Ouais, Clermont c'est assez emblématique. Clermont c'est chaud, c'est comme Brest. Hein. Ouais. Alors il y a moins d'écart. Donc Clermont c'est Olivier Bianchi le maire sortant, donc c'est les socialistes. Voilà, ligne Olivier Faure, qui est pas c'est pas la ligne Carole Delga. Non, Bianchi, c'est plutôt l'aile gauche du PS. C'est les transports gratuits aussi. Enfin c'est plutôt quand même un bilan social pas dégueu à Clermont. Et il est distancé par Julien Bonny, donc le candidat de la droite. Il y a 1500 voix d'écart quand même. Hein. 1500 voix d'écart. Et donc là, on voit aussi grosse percée de Marianne Maximi, qui est le député France Insoumise. Pareil, pas une des plus dures. Pas une des plus dures, qui avait déjà été candidate en 2020, qui avait déjà fait 12. Donc clairement, c'était déjà une zone où les filles fait des bons scores dès 2020. Mais en 2020, c'était vraiment pas une bonne élection pour eux. Hein. Mais clairement, quand on fait le total gauche, c'est pareil, c'est une catastrophe. C'est 10 points de moins en 6 ans. Ouais, non mais voilà, ça c'est un vrai sujet pour la gauche, c'est cette diminution du total dans plein de villes, notamment sortantes. En plus, un bloc gauche qui est fracturé, tu l'as dit, qui est divisé au premier tour. Ce qui prouve quand même que la gauche, non seulement doit être unie, mais parfois doit aussi compter sur la division de la droite et de la droite et de l'extrême droite pour gagner dans certaines villes. Clairement, la configuration la meilleure pour la gauche, c'est souvent une triangulaire où il y a la droite, le RN et la gauche unie. Quoi. D'ailleurs, information qu'on vous a pas donnée qui me semble essentielle, on aurait peut-être dû commencer par là. Les fusions sont possibles jusqu'à mardi 18h, c'est l'heure de dépôt en préfecture des nouvelles listes. C'est-à-dire que n'importe quelle liste au-dessus des 10% peut fusionner avec une autre, on change l'ordre des candidats, on peut changer le nom de la liste, etc. Une liste aussi peut fusionner avec une qui a fait plus de 5, mais moins de 10. C'est possible d'avoir une fusion, même s'ils ne sont pas en capacité de se maintenir. Donc ça, c'est théoriquement, institutionnellement, c'est donc mardi 18h. Par contre, il y a un élément matériel important dans cette campagne qui fait que aussi nombre de discussions ont commencé dès hier soir et les résultats. Ils ont pas beaucoup c'est parce qu'il faut du matériel de campagne, et pour faire du matériel de campagne, il faut faire des impressions, il faut ramener ce matériel, il faut faire campagne en fait. Plus vous tardez à négocier, plus vous tardez à faire campagne. Voilà, plus c'est compliqué. Ouais. Ça veut dire que si on vous bouclait à mardi 15h, le temps de tout mettre en forme, blablabla, d'envoyer à l'impression, c'est-à-dire que vous n'avez pas les trucs avant jeudi midi. Donc, pour faire campagne, là où c'est tangent, c'est compliqué. Oui, et vous avez un peu con en porte-à-porte si vous n'avez pas de tract à distribuer. Donc surtout si tu as une nouvelle union. Quoi. Ah oui, tu es censé vendre ton nouvelle liste, évidemment. Donc, effectivement, tout va jouer probablement aujourd'hui, en fait, avant ce soir. À part peut-être quelques endroits où ça va être tendu. Mais c'est tendu, mais il y a des endroits où c'est déjà un petit peu mort, déjà. Et quand vous pourrez suite, on va vous tenir informé sur le site de l'UMA, demain dans le journal. Mais on est avec vous, on n'est pas en train de
de récolter des infos, mais vous les aurez. Quelqu'un nous demande, pour les désistements, ils peuvent faire ça n'importe quand. Alors non, en gros, c'est précisément, si tu veux te désister, tu ne déposes pas ta liste en préfecture demain 18h ou 20h 18h. 18h maximum. Donc, si une liste souhaite se désister, elle ne dépose pas sa liste en préfecture. Mais par contre, si la liste est déposée, elle est déposée. Oui. Après le candidat ne peut ne pas fournir les bulletins, etc. C'était déjà arrivé, ça, dans des élections où un candidat n'a... Aux législatives à Cholet, notamment. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y avait eu un coup de Trafalgar du maire UDI qui avait rejoint le RN, enfin l'UDR, qui avait dit qu'il n'était pas candidat. Finalement, il a quand même déposé au dernier moment en scred son truc. Et donc, je ne sais plus quelle liste avait dit, dans ce cas-là, nous, on ne donne pas nos bulletins pour faire barrage. C'est ça. Donc, et ça avait marché. Ils étaient candidats, mais comme vous ne pouviez pas physiquement voter pour eux, et ça avait marché. Ça avait marché. Voilà. Mais bon, c'est un exemple absurde. Normalement, vous ne déposez pas votre liste en préfecture si c'est le désistement. On va accélérer parce que derrière, il est un peu tard pour nous. Mais par contre, on a 2 villes desquelles il faut qu'on vous parle absolument. Peut-être très vite, on passe quand même sur les cas les quelques conquêtes possibles. En dehors, on sait donc qu'il y a potentiel. Sur un malentendu, il y a Mulhouse. Oui, Mulhouse avec les socialistes, parce qu'en fait là, on a une situation de division de la liste de la majorité sortante qui est telle que c'est très ambiété. Il y a combien de listes qualifiées? Avec 5, 6, 1, 2, 3. 4, 5, 6 listes, ouais. Ce qui fait que même avec un score qui est franchement pas très bon pour la gauche à Mulhouse, sur un malentendu, un total gauche qui est au-delà des 20%, si tu réunis ton camp et que les autres restent divisés, ça peut marcher. Ouais. C'est aussi un peu le cas à Nevers. Oui. Parce qu'en fait, c'est important aussi pour la gauche de se réimplanter dans des territoires où aujourd'hui elle est assez peu. La France dite des sous-préfectures, en vue de la présidentielle notamment, mais pas que, aussi pour changer le quotidien des gens, mais aussi pour la présidentielle, c'est important d'avoir des relais. Là, pareil... Bon, il n'y a pas trop de report de voix possible, mais on ne sait jamais. Sur un malentendu, on ne sait pas ce que peuvent faire les voix centristes, par exemple, se diviser. On a aussi le cas à Amiens. Oui. Ça, c'est toi qui connais bien. Oui, Amiens, où la gauche, donc c'est PS-PCF uni, soutenu par François Ruffin. Et pas les écolos et les écolos, pardon, oui, bien sûr, sont à quoi 1000 voix, même pas 700 voix du maire sortant Hubert de Genlis, qui est un maire centriste diversant soutenu par Renaissance. Donc ils sont pas très loin. Qui est très très haute. Il y a une liste d'hiver qui est très haute, qui est un peu une liste, qui était une liste dissidente de la majorité sortante. Et donc LFI n'a pas fait les 10%. Voilà. Échec quand même de LFI à Amiens, parce qu'ils ont quand même une députée qui se retrouve être d'ailleurs la mère du candidat insoumis Samy Olivier. Et donc malgré ça, ils ont pas réussi à faire 10%. Donc échec pour eux, c'était comme leur objectif. Et du coup, plus de facilité. Donc les négociations ne sont pas nécessaires a priori entre les Insoumis et la liste socialiste. Dans une configuration quadrangulaire, effectivement, ça va être étroit, mais ça peut passer. On avait aussi, on passe vite, mais parmi les cibles potentielles, il y avait Metz, où c'est la cata à Metz. Le total gauche est en chute libre de 20 points. Donc autant dire qu'à moins d'un miracle. Là, pour le coup, l'éclatement des voix de gauche les a plombés dès le premier tour. Là, et puis François Grosdidier est quasiment... Voilà, ça va être compliqué au vu du score du RN. 9 voix d'avance sur le premier tour, sur le deuxième. C'est l'effondrement. Ensuite, on a Beauvais, pareil, où la gauche était rassemblée en format NFP derrière Roxane Lundy, qui est Génération, qui fait, elle, son score de 2020, mais sans plus. Même plus faible, non, je crois. Non, c'est le total gauche qui est plus faible. Elle fait... en fait, elle est toute seule. Donc, oui. C'est le total gauche est beaucoup plus faible qu'en 2020, mais elle reste grosso modo dans le même étiage, mais ce qui n'est pas du tout satisfaisant. Et peut-être qu'on peut alors, parmi les villes sortantes aussi, quand même, à noter Cherbourg. Ouais. Ça, Cherbourg, c'est aussi un. C'est Cherbourg en Cotentin. C'est la claque un peu aussi pour le socialiste, le Parti socialiste. Hein. Pareil, autre ville de l'Ouest socialiste historiquement. Bon, après, il y a la ville de Cazeneuve. De Bernard Cazeneuve, c'est ça. Après, LFI ne sera pas au deuxième tour, donc potentiellement, il peut y avoir report de voix et ça peut le faire. Mais il y a aussi un report côté à droite. Côté droite, c'est vrai. Donc, ça va être très, très chaud à Cherbourg pour les socialistes. Ouais. Est-ce qu'on passerait pour conclure aux 3 villes on parle vite, on fait durer un peu le suspense, on parle de quelques villes communistes quand même Oui. Enfin, des prises possibles du Parti communiste, tu veux dire ou de... Oui.
Il y a déjà celle où ils l'ont emporté. Oui. On peut parler de Montreuil. Très vite, qui était une cible de la France insoumise. Il y a beaucoup de villes communistes qui ont été rayées au premier tour. Donc effectivement, on peut citer Montreuil et Gennevilliers, voilà, avec 66% Patrice voilà. Leclerc. On a cité Roussel, donc à Saint-Amand-les-Eaux au début de notre intervention. On peut citer Tarnos qui est ville qui est communiste depuis un siècle et qui le sera pour au moins 7 ans de plus. Et on peut regarder Harfleur aussi. Je crois que c'est plutôt positif à Harfleur. Non, pardon, c'était pas positif, pardon. Non, l'extrême droite a gagné. Ah oui. Voilà une ville d'extrême droite on a oublié de préciser. Qui n'est pas au Rassemblement National, c'est les Patriotes à Harfleur. C'est donc Florian Philippot. C'est Florian Philippot, tout à fait. Mon Dieu, ils ont une ville, d'accord. Et donc, pourtant, c'était un très bon candidat qui était sociologue, où il y avait son portrait, que j'avais écrit son portrait il y a quelques semaines, et donc ça a pas joué à grand chose, ça s'est joué à 10 voix. Vous vous rendez compte, à 10 voix. Ouais. Si on continue sur les villes communistes depuis Mitry-Mory depuis 100 ans, voilà, réaction pareil de Blindio Farid pour Mitry-Mory, Dieppe. Il y a Dieppe, on peut parler avec Nicolas Amblois, il y a aussi le Tréport. Le Tréport, oui, tout à fait. Le Tréport, où là, ça s'est fait aussi relativement facilement. Il y a quelques ballottages. Je crois qu'à Bagneux, c'est en ballotage, me semble-t-il. Oui, à Ivry. Non, c'est gagné, pardon. C'est l'autre. Bagneux, c'est gagné. Et alors, qui c'était pardon, c'est Malakoff ou c'est en ballotage? Oui, Malakoff, elle est première, mais en ballotage. Je ne sais pas écrire. Malakoff. Tiens. Donc, oui. Bon, après, le total gauche, ça devrait aller. Voilà, ça devrait rouler à Malakoff. Devrait aller. Il y a des questions qui se posent à Vierzon, par contre. Ouais, Vierzon, ville ciblée par le RN. Le RN est en tête largement, quand même. La question, c'est que va faire le centre? Y aura-t-il un barrage du centre pour que l'extrême droite ne prenne pas la ville en faveur des communistes? C'est une situation compliquée à Vierzon, où la maire ne se représentait pas, le député, l'ancien maire Nicolas Sansu non plus, ne prenait pas la suite, ne reprenait pas la ville, etc. Donc c'est une adjointe qui s'y allait. Villejuif aussi, c'est... Cyprien, on peut regarder Villejuif. Pardon, je regardais le chat. Hop. Villejuif, où Pierre Garzon fait son score de 2020, mais sans forcément progresser. Voilà, la droite est plutôt forte à Villejuif. Ouais, il va falloir discuter avec LFI, a priori. Voilà, il y a cette liste-là. Avec la liste d'hiver gauche. Voilà pour les villes communistes. Ouais. Il y avait qui cible aussi Montargis, je crois. Montargis, c'est pareil, c'est extrême droite qui est largement en tête. Ouais. Donc ça va être avec Bruno Notin qui est le parti communiste, mais qui est avec les unions de la gauche qui théoriquement, si on additionne les scores, serait devant. Oui, a priori, c'est RN ou gauche pour Montargis. Après, il y a les divers. Il y a peut-être des reports de voix. Ça va... Mais Montargis, ça peut être compliqué. Et ville ciblée par le RN aussi dans leur tableau des conquêtes possibles. Donc, pour le coup, empêcher la victoire à Montargis, ce serait aussi un symbole pour. Dans le chat, on dit Port-de-Bouc. On peut regarder à Port-de-Bouc. On peut regarder Port-de-Bouc parce qu'apparemment, c'est joli. Tout le monde me dit que c'est joli Port-de-Bouc. Je ne suis jamais allé à Port-de-Bouc. Donc, dans les Bouches-du-Rhône, à l'ouest de Marseille. Victoire au premier tour largement pour les communistes. Et puis terminons-en quand même avec les trois gros morceaux. Qu'on y aille, deux gros morceaux. On a quand même un petit peu laissé le suspense. Marseille. On commence par Marseille. On a déjà fait Lyon, donc on va faire Marseille et Paris, bien sûr. Commençons par Marseille. Alors, Benoît Payan fait grosso modo le score qu'on attendait de lui, peut-être un poil mieux. Celui qui est très très haut par contre, c'est Franck Alizio, du Rassemblement National. Ce que les sondages laissaient présager, ça se confirme. Mais on ne pensait pas qu'il serait aussi haut. Oui. Au-dessus des 30, ça te paraissait pas forcément évident à un moment. C'est vrai. Là, on voit qu'il a été quand même porté par l'effondrement aussi de la liste Vassal, parce que Lise Vassal était quand même son des plus hauts. Là, elle est. C'est sûr que quand on dit travail, famille, patrie, ils préfèrent toujours l'original à la copie. Voilà, c'est ça. Ah oui, là, pour le coup, on sait pourquoi sa campagne n'a pas marché. C'est vraiment. C'est le moment où c'est parti en sucette. Bref, en tout cas, la droite est donc très très faible. La droite et Renaissance, parce que c'est une alliance de la gauche, de la droite et du centre, par Lise Vassal. Et on a donc Sébastien Delegeux qui se qualifie également pour la France Insoumise avec quasiment 12% des voix. Ce qui, pareil, mais si le paysage et si la photographie du premier tour reste comme ça, c'est-à-dire qu'on reste sur une quadrangulaire, qu'il n'y ait pas de fusion, c'est comme serré, très serré pour Payan. Et en même temps, c'est un peu ce qui s'annonce là quand même.
En tout cas à gauche. Disons que Benoît Payan fait 3 fois le score de la France Insoumise à Marseille, et donc lui, il se dit, en fait, pas de fusion. Il dit, la phrase, c'est « prenez vos responsabilités », ça veut dire « désistez-vous ». Ouais. Le sujet, c'est qu'est-ce que va faire la France Insoumise, parce que faire basculer une ville à droite ou faire basculer une ville à l'extrême droite, c'est pas pareil. Tout à fait. Oui, clairement. Benoît Payan est plutôt en position de force, en réalité, dans les discussions, parce que de fait, ça va être compliqué pour la France Insoumise de justifier d'avoir maintenu une liste alors que l'extrême droite pouvait arriver au pouvoir dans la deuxième ville de France, ce qui normalement est impensable. Marseille au RN, si on regarde le total gauche, par exemple, alors qui a baissé Marseille de mémoire. Non, pardon, il a largement augmenté de 10 points par rapport à 2020. Oui, donc ce serait une anomalie. C'est l'effondrement de la droite en fait qui permet à Franck Alizio d'être aussi haut, mais en fait, en tout cas, c'est une anomalie. Marseille, c'est 49,6% la gauche. Normalement, il n'y a aucun monde où l'extrême droite peut espérer arriver au pouvoir, sauf dans le cas de la division. Ce qu'on observe quand même à Marseille, et il faut voir si ça se confirme dans notre élection, mais c'est quand même historiquement la ville de Gaudin, donc il y a une droite marseillaise quand même historique, qui est en train de se faire complètement éclipser par le Rassemblement national. On sent que la droite marseillaise est en train de devenir une extrême droite marseillaise quand même. Donc, est-ce que c'est juste parce que Vassal a fait une campagne complètement pourrie et qu'à Alizio en a profité, ou est-ce que c'est aussi quelque chose de plus profond en termes de sociologie électorale, ce qui est probable quand même. Parce que rappelons-le, en 2020, c'est Martine Vassal qui faisait le match avec Benoît Payan. Après, il y a eu un changement du mode de scrutin à Marseille, Paris, Lyon, Marseille. Comme à Paris, à Lyon, donc qui favorisait davantage en réalité LR à Marseille, et qui fait que les voix de l'extrême droite maintenant sont... normalement, on ne l'utilise pas, mais c'est vrai qu'il ça fait grand remplacer la droite là, à Marseille. Oui. Si on peut se permettre ce jeu de mots-là, oui, effectivement, c'est ce qu'on observe, en tout cas sur ce scrutin-là, à voir si ça se confirme. Mais ils avaient déjà la parcelle de Ravier à l'époque, etc. Bon, il y avait déjà qui avait chopé une mairie d'arrondissement. Même si lui, après, le sujet à Marseille aussi, c'est du coup, elle a son socle, Martine Vassal. Ce socle, c'est 12,5. Qu'est-ce qu'ils font, ces 12,5 Ils sont où? Parce qu'en fait, elle a le soutien de LR jusqu'au MoDem, Martine Vassal. C'est-à-dire qu'elle a des centristes dans son équipe. Oui, il y a des gens chez Vassal qui ne voteront jamais RN, c'est sûr. Voilà, et donc on imagine que ceux qui restent, c'est plutôt l'aile plutôt centriste, que toute l'aile droite dure, elle est déjà partie chez Franck Alizio. Donc que vont faire les électeurs de Martine Vassal? Est-ce que le report de voix, il est assuré pour Franck Alizio? A priori, ça peut paraître compliqué. Parce que Benoît Payan, c'est pas un gauchiste. Non. Il fait pas œuvre d'épouvantail, disons, pour une partie du centre. Voilà, donc ça va être un enjeu à Marseille. Donc il y a à la fois le report de voix des électeurs de Vassal, et à la fois que va faire la France Insoumise. Et la question se pose de manière un peu similaire, même si le risque est quand même moins grand à Paris. Et on en finira là. Puisque à Paris, la différence, c'est quand même que l'avance de Grégoire, déjà c'est pas l'extrême droite, le risque c'est la droite, c'est de Rachida Dati. C'est une droite aux accents trumpistes. Voilà, une droite quand même bien velue, mais une droite quand même. Oui, je sais pas. Oui. Mais cette fois, Grégoire a Trump 13 points d'avance, ce qui n'est pas le cas de Payan. Payan n'a pas cette confortable avance qui lui permet aussi d'aborder sereinement, entre guillemets, le second tour. Grégoire a un peu plus d'avance. Il a 100 000 voix d'avance par rapport à Rachida Dati. Alors c'est à l'échelle de Paris, mais on ne l'attendait pas à ce niveau. Il fait 5-6 points au-dessus de ce qu'on prédisait. Tout en ne provoquant pas l'effondrement de Sophia Chikirou. Elle est un peu plus basse que ce qu'elle pouvait espérer, ce que pèse en réalité la France Insoumise. En tout cas, elle est plus basse que dans les arrondissements, que pour les mairies d'arrondissement. Ce qui montre qu'il y a quand même eu une volonté que la ville ne bascule pas à droite. Mais le total gauche à Paris est en progression de 5 points par rapport à 2020. Donc, a priori, c'est quand même plutôt les 50%. Ouais, c'est ça. Donc, a priori, c'est plutôt bon signe pour le second tour. Alors, le second tour, il ressemble à quoi pour l'instant? Il ressemble à 5 listes qualifiées. À savoir, donc Grégoire, on a dit avec 12 points d'avance sur Rachida Dati. Ensuite, troisième, Sophia Chikirou. Après, c'est un mouchoir de poche entre les trois suivants, mais Sophia Chikirou arrive troisième avec 11,8% des voix. Ensuite, c'est Bournazel. On vous l'a pas mis à l'écran. Pardon, oui. Voilà, ce sera plus simple pour vous. Donc Chikirou troisième, Bournazel, donc le candidat Horizon, fait 11,3%. Et ensuite, on a Sarah Knafo. Il y a eu un long suspense dans la soirée parce qu'elle a fait 10-3, donc elle était
un moment annoncé éliminée, un moment annoncé qualifiée. Bref, elle est qualifiée. 10-3. Un score qu'elle doit notamment à son gros score dans le 16e où elle fait 23, je crois, pour son des voix. Et dans d'autres arrondissements de droite, globalement, où elle fait ses voix. Notamment le 6e et le 7e. Donc, pour l'instant, c'est une quinquagulaire, 5 listes qualifiées. Mais est-ce que ça va rester comme ça? Alors, à gauche, a priori, oui. À droite, pas sûr. On a vu avant de commencer le stream que Bournazel avait tweeté. Avait tweeté, ouais, un tweet qui avait l'air de dire on va se parler avec Rachida. Ouais, en tout cas, lui qui disait qu'il se maintiendrait, une autre campagne commence, blablabli, blablabla. Finalement. Ah bah s'il fait campagne pour Dati, une autre campagne commence. Hein. Lui, il tend la main à Rachida Dati. Visiblement, il a reçu des coups de fil aussi de l'état-major d'Horizon, son parti, pour dire faut pas rater celle-là, parce que c'est vrai que symboliquement, si la gauche perd Paris. Ouais. Si la capitale n'est plus à gauche, c'est un gros coup. Mais c'est juste pour revenir sur la question des divisions. En fait, la question des divisions crée des anomalies. C'est-à-dire que le Paris, qui est une ville quand même où le total gauche est à plus de 50, Marseille, où tu l'as dit, où le total gauche est à plus de 50, pourrait basculer à droite, voire à l'extrême droite, parce que la gauche est divisée. À l'inverse, il y a des villes qui sont objectivement où la droite fait un total plus fort que la gauche. On la gauche, Mulhouse, Mulhouse tout à l'heure, voilà, où la gauche peut gagner dans des triangulaires voire même dans des quadrangulaires parce que la droite est divisée. Donc, encore une fois, le camp divisé perd, en gros. C'est pas une règle. C'est pas une science exacte. Peut-être à Paris que c'est peut-être plus compliqué que ça parce que le score d'Emmanuel Grégoire est tel que ça pourrait suffire. En tout cas, Dati va devoir faire un choix. Elle, ce sera Bournazel ou Knafo. A priori, si elle ne veut pas faire fuir une partie de son électorat vers Bournazel, justement, qui refuserait une alliance avec l'extrême droite. Et puis, sachant qu'il est plus haut, c'est peut-être Bournazel, parce qu'elle est soutenue, ils ont été au gouvernement avec ces gens, etc. Par contre, c'est pas dit que 100% de l'électorat Bournazel, lui, bascule avec Dati. Ouais. Il mord Bournazel, mord aussi un peu sur l'électorat centriste que pouvait attirer Emmanuel Grégoire. Il y a une aile gauche de la Macronie, on va dire, un peu introuvable, mais vous voyez ce que je veux dire, qui pourrait voter pour le PS. Ouais. Il y a 3 questions qui se posent à Paris. C'est avec qui va fusionner Rachida Dati ou s'il va y avoir fusion avec Bournazel. L'autre, c'est Emmanuel Grégoire qui refuse de s'allier avec Sophia Chikirou, pardon. Il n'a même pas cité le nom de la France Insoumise dans son discours. Alors que Sophia Chikirou lui a tendu la main. Ouais. Elle lui dit tu ne peux pas laisser Paris basculer pour ces raisons. Et dans ce cas-là, que fait la France Insoumise? Est-ce qu'elle se désiste ou pas? Ouais. 3e question, que fait Sarah Knafo s'il y a une alliance Dati-Bournazel? Est-ce que par péché d'orgueil, elle se maintient en disant vous allez voir ce que vous allez voir, sans moi vous ne pouvez pas gagner, et elle se maintient, sachant que avec un vote utile qui peut se faire sur Rachida Dati. Sachant que Sarah Knafo rêvait que Dati prenne langue avec elle pour accélérer, briser le cordon sanitaire. Briser le cordon sanitaire et acter une union des droites, ce qu'on appelle l'union des droites, l'union de la droite et de l'extrême droite, en réalité on devrait dire ça, ou des droites extrêmes, entre Reconquête et LR, ce qui n'est pas du tout l'ordre du jour pour le coup. Ça, a priori entre LR et Reconquête, ce serait trop... Reconquête est bien trop toxique pour faire ça, notamment, surtout à Paris, une ville où il y a quand même une partie de l'électorat à droite qui est un électorat à droite encore républicain. Voilà. Mais du coup, l'autre question qui se pose à Sarah Knafo, c'est s'il n'y a pas d'union avec Rachida Dati, ce qui est fort probable, alors qu'elle-même prône l'union pour 2027, elle peut aussi se dire, faire la démonstration, voilà, vous le voyez comme moi l'argumentaire, nous ne pouvons pas laisser la gauche récupérer Paris, je serai responsable pour 2, et je vais empêcher les bolcheviks de garder la capitale, et je me retire. C'est une possibilité. Ouais. Oui. Donc, tout est... Pourquoi je suis sur le chat? Je ne sais pas. Voilà. Donc, effectivement, Paris, pareil. Alors, si Grégoire prend le pari de se maintenir en l'état sans discussion avec Chikirou, et Chikirou ne se désiste pas, il a quand même, encore une fois, ces 100 000 voix d'avance qui sont quand même un matelas confortable, mais la tectonique de droite peut en décider autrement. Disons que Rachida Dati, si elle fusionne avec Bournazel, l'hypothèse de fusion avec Bournazel ne lui apporte que 90 000 voix si 100% de l'électorat Bournazel bascule sur elle. Donc ça fait que... Et on ne sait pas à quel point il peut y avoir un vote utile aussi pour Grégoire au second tour, qui a déjà fonctionné au premier tour en réalité, je pense, vu son score. Surtout quand on compare avec les mairies d'arrondissement. Voilà, mais oui, tout à fait. Et au passage...
en parlant de mairie d'arrondissement, Rachida Dati a été réélue dans le 7e arrondissement dès le premier tour. C'est le cas aussi du 16e. Ouais. Il y a une autre mairie, il y en a eu 3 de droite, en gros, élus au premier tour. Oui, je sais plus laquelle. Et parmi les personnalités notables, sachez que Lucie Castet a passé la barre des 20% dans le 12e arrondissement et sera probablement. La barre des 40 même. Les 40, pardon, je dis combien ? 20. De fait, elle a passé la barre des 20. La barre des 40% dans le 12e arrondissement. Elle est la probable future maire du 12e. Oui, tout à fait. Je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait vous donner comme information, comme clé d'analyse pour ce scrutin. Donc retenez ça. En gros, gare à ceux qui seront divisés, que ce soit à droite ou à gauche, au second tour. Ils se mettent évidemment dans des situations délicates. Et puis donc, on verra bien ça va beaucoup bouger dans la journée à gauche. Ça va être la journée décisive. Donc restez connectés au site de l'Humain, vous aurez toutes les infos dans le direct de